Bonjour Jean-Baptiste Danet. Bonjour. Vous êtes le patron de Croissance Plus, chef d'entreprise et président de cette association qui regroupe des entreprises qui sont en forte croissance, des entreprises françaises, PME et entreprises ETI. de taille moyenne, ce qu'on appelle des ETI. Jean-Dominique Senard, le patron de Michelin, et Nicole Notat, l'ex-patronne de la CFDT, viennent de publier un rapport à la demande du gouvernement qui suggère de modifier le Code civil, inchangé depuis 200 ans, en ce qui concerne la définition de l'objet d'entreprise. À quoi sert une entreprise? Quelle est sa vocation? Quel est son objet précisément? Et ces deux auteurs de rapport disent qu'il faut rajouter le mot social et environnemental dans l'objet de l'entreprise. Est-ce que ça vous convient? On ne comprend pas très bien pourquoi on modifierait l'objet social de l'entreprise dans le Code civil. Et non pas parce qu'il est inconcevable d'avoir dans l'entreprise un objet social et environnemental, ça me paraît tout à fait normal, mais pourquoi le modifier ou pourquoi l'inscrire dans le Code civil et ainsi donner l'opportunité aux juges, mais aux juges avec un grand J, de se mêler des statuts des entreprises. Je crois que c'est une possibilité donnée de rajouter et de la complexité, potentiellement de la contrainte et du risque sur l'entreprise. Enfin, je crois quand même ce qui est important, c'est qu'il faut arrêter de penser que c'est mal que l'objet social de l'entreprise soit de rémunérer ses actionnaires. Une entreprise, elle est d'abord là pour rémunérer ses actionnaires, réaliser des profits. Tout en considérant quand même son environnement, le cadre social, bien sûr, etc. Mais il y a des normes RSE. Je rappelle que la France, quand même, est plutôt un bon élève en ce qui concerne l'application du RSE dans les entreprises, et qu'il ne nous semblait pas nécessaire d'aller rajouter ça dans la définition de l'objet social de l'entreprise. Pour vous, c'est quoi? C'est une façon de prendre ses distances avec ce que vous considérez comme la mission première de l'entreprise, effectivement, faire du profit? Non, pas du tout. C'est pas prendre ses distances, mais je crois qu'on peut regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a aux États-Unis deux statuts possibles de l'entreprise. Il y a celui de l'entreprise qui rémunère ses actionnaires et qui vit dans un système ou dans un écosystème libéral, capitaliste de la croissance, pur, capitaliste pur, carré, et sans pour autant défavoriser ou se comporter mal vis-à-vis ou des salariés ou du monde. Bon. Et puis, il y a ce qu'on appelle les bicorps, donc un statut où l'entreprise décide d'elle-même de définir son statut différemment pour lui permettre d'agrémenter ou de changer son objet social. Précisément, c'est un choix aux États-Unis. Et là, en France, le rapport dit, bon, ce sera optionnel. Est-ce que c'est pas ça qui vous convient? Voilà. Alors, en fait, le rapport est plutôt prudent. C'est-à-dire qu'on aurait pu, effectivement, s'attendre à quelque chose de plus rude, de plus radical, on va dire. Donc, le rapport, pour le moment, il me semble prudent. En plus, il est tout de même écrit et réalisé par... je dirais, deux personnes qui ont quand même un sens de l'entreprise et un sens du sociétal et du social. Donc, on ne sait pas où ça va aboutir. Mais ce que vous dites, c'est qu'à date, bon, c'est acceptable, mais on ne sait pas précisément où ça va aboutir et il y a ce danger que le juge s'en mêle. Les deux auteurs du rapport disent et insistent beaucoup sur le fait que beaucoup de jeunes, en particulier, sont toujours très préoccupés de savoir quel est l'objet d'une entreprise. Ils ne rentrent pas dans une entreprise uniquement pour produire. Ils veulent que la société qu'ils rejoignent ait un rôle dans, justement, la société. Est-ce que vous avez, autour de vous, vous êtes patron, vous avez des salariés, des gens qui vous demandent, mais au fait, on sert à quoi, nous? Alors, pas du tout. Et c'est assez intéressant. Nous, on a organisé, vous savez, la journée des jeunes et de l'économie, jeunes et économie, à Bercy. Avec 100 000 entrepreneurs, une autre association, il y a à peu près 3 ou 4 mois. Avant de réunir ces 400 jeunes de 10 lycées ou IUT, BTS autour de Paris, avec le rectorat, on a fait une étude sur 1000 jeunes, France entière, pour leur poser la question de leur vision de l'entreprise. À aucun moment, ils nous demandent d'exprimer une vision sociale ou sociétale de l'entreprise. Ce qu'ils disent, c'est, l'entreprise, on ne nous en parle pas assez à l'école et on ne nous explique pas que c'est bien, ou en tout cas à quoi ça sert. Ça peut être bien. Ça peut être bien, ça c'est le premier point. Deuxièmement, il y a une crainte d'arriver dans l'entreprise parce qu'on la connaît mal. Et effectivement, ce n'est pas tellement sur l'objet social ou le sociétal de l'entreprise qui s'interroge, c'est plutôt de dire, on veut, nous, travailler dans l'entreprise pour vivre bien en communauté et avec l'entreprise. Ce qui est un tout petit peu différent à la marge quand même. Ils ne réclament pas à ce que l'objet social soit redéfini. Ce qu'ils réclament, c'est que l'entreprise ait un comportement social et sociétal vis-à-vis d'eux. Pas tout à fait pareil. Même très différent. Dans ce rapport, il y a un aspect qui concerne les administrateurs salariés, des salariés qui rentrent au conseil d'administration des entreprises. L'objectif est de rendre obligatoire et de renforcer un petit peu la présence de ces administrateurs salariés dans les entreprises aujourd'hui de plus de 1000 salariés. Donc ça concerne assez peu d'entreprises en France.
Il y a un petit codicile dans le rapport, et Nicole Notat insiste beaucoup là-dessus. C'est un test, et si ça fonctionne, on baissera la barre à partir de laquelle les entreprises devront avoir des administrateurs salariés, pour ou contre? Je dirais ni pour ni contre, je ne comprends pas. Pourquoi rajouter une contrainte? Pourquoi chaque fois qu'il y a un rapport qui est publié comme ça? Ce que ça indique en creux, c'est que l'entreprise ne fait pas les choses d'elle-même et qu'on l'oblige à les faire. Et ça, c'est très gênant parce que c'est vraiment créer du dos à dos alors qu'il n'y a pas besoin d'en créer. On a publié nos 70 propositions. Nous, on a dit clairement, il y a un partage nécessaire des fruits de la croissance. Donc, faisons en sorte que le salarié puisse devenir actionnaire de son entreprise. Faisons en sorte de revoir la formule de la participation afin que ça bénéficie plus aux salariés. Ouais. Revoyons l'intéressement. Mais pourquoi obliger ou pourquoi indiquer en creux qu'il faut que les salariés soient à l'administration de leur entreprise? Ça veut dire qu'on obligerait celui qui a créé son entreprise d'avoir des salariés autour de la table. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis non à l'obligation et non au doute que ça introduit dans l'esprit de ceux qui... le gouvernement a fait voter la fin de l'ISF. Il n'y aura plus de déclaration ISF en juin prochain. Il reste un impôt sur la fortune immobilière. L'ISF servait beaucoup à drainer des capitaux. Beaucoup de gens disaient, plutôt que de donner au fisc, je vais donner à des PME, je vais investir dans des PME. Sa disposition disparaît. Est-ce qu'elle est remplacée? Alors, elle est mal remplacée à ce jour. Il faut cependant considérer deux choses. Les fonds ISF, d'accord. Quand on regarde le bilan, en fait, on voit bien qu'à peu près 40% de ces fonds ISF sortaient au bout de 3-4 ans à perte. Donc, il y avait de l'argent qui était certes donné aux entreprises, mais ça restait une niche fiscale. Enfin, ça restait une niche fiscale, ça n'allait pas vraiment dans la bonne économie. Et en plus, il y a des frais de gestion absolument stupéfiants. Bon. Donc, nous, on n'est pas pour que l'ISF PME perdure. Cependant, le PEA-PME ne fonctionne toujours pas, les plafonds ne sont pas les bons, et ensuite, effectivement, c'est un problème plus global du financement de l'économie et du financement des PME en France qui continue à ne pas fonctionner. Là, il faudra effectivement, et j'espère que 2 pactes, c'était organisé par Bruno Le Maire, va sortir l'opportunité de créer une vraie boîte à outils du financement dans ce pays pour les PME. Et de la transmission. Et bien sûr de la transmission, puisqu'en fait, on voit bien que si on ne revisite pas ce qu'on appelle le Dutreil, qui est un outil formidable... Le Dutreil, c'est quoi? C'est un pacte entre actionnaires entre actionnaires qui crée un noyau dur et qui permet... en conservant ce noyau dur. Y compris familial. J'allais dire surtout familial. Essentiellement familial, de surseoir à la fiscalité et surtout de protéger l'entreprise. Aujourd'hui, on voit bien que le besoin de financement pour se développer, donc un actionnaire supplémentaire, ou bien un changement de management, parce que vous savez, le management évolue, peut casser le pacte. Deuxièmement, 2 entreprises ou 2 PME qui voudraient fusionner, qui sont toutes les 2 sous un pacte, prennent le risque de voir leur pacte cassé. Donc, si elles franchissent un seuil. Voilà. Donc il y a un sujet là d'une fragilité des entreprises dès lors qu'elles rentrent dans une phase de succession. Et en effet, on sait que beaucoup d'entreprises soit sont absorbées, soit meurent au moment de la succession. C'est un des sujets de la taille de nos entreprises en France. C'est un des sujets qui empêche les entreprises de grossir. Un mot sur la grève annoncée à l'ATCF. Les grèves, puisqu'il y aura, semble-t-il, 2 jours de grève par semaine pendant 3 mois. C'est ce que propose la CGT, suivie par la plupart des autres syndicats. Réaction? La réforme, enfin, ce qui est assez étonnant, enfin, je dis les mêmes choses que vous, j'imagine, vous en savez peut-être plus que moi, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression que la négociation n'est pas terminée, que la grève est déjà engagée. Bon, alors, deuxièmement, ça a l'air assez lourd, donc on se dit 2 jours sur 5, c'est ça pendant 3 mois. Donc on comprend bien que c'est aussi pour surseoir ou faire en sorte de ne pas avoir trop de jours non payés. C'est pour étaler les pertes de salaire. Étaler les pertes de salaire. Ça ressemble à une menace avant que la négociation soit terminée. Mais je pense que le vrai sujet, c'est surtout de dire pourquoi la grève et est-ce que cette réforme n'est pas au fond totalement nécessaire. Aujourd'hui, un régime spécial des retraites à la SNCF, c'est quelque chose qu'on a, sauf cas de pénibilité, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a du mal encore à comprendre dans le pays. Vous êtes inquiet de ces grèves? C'est mauvais pour l'économie, oui, c'est mauvais pour les entreprises. Non, mais ça ralentit l'économie, bien évidemment, ça ralentit l'économie, et puis surtout, ça crée un climat qui n'est pas le climat à avoir en ce moment, au moment où la croissance repart, et surtout on assiste à un train de réformes qui sont plutôt très favorables à l'environnement économique. Attention au climat social dans la France. Merci beaucoup. Merci. Jean-Baptiste Danet.